C'est génial. Bonjour. Qu'est-ce qu'un dîner en ville? Comment ça marche? Quels sont les codes à respecter? Qu'est-ce qu'un dîner réussi? Un livre révèle les coulisses de cet exercice élitiste et typiquement français. Je vous propose qu'on en parle avec son auteur. Bonjour Guillemette Faure. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui au Figaro en direct avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de Dîner en ville, mode d'emploi, un livre à la fois anthropologiste, rigolo et un manuel pratique qui s'appuie sur une soixantaine de témoignages, de dîneurs en vue, de sociologues, d'observateurs étrangers. D'abord, le dîner en ville, qu'est-ce que c'est? Alors, le dîner en ville, pour commencer, c'est le dîner des autres. Oui. Parce que quand on demande aux gens, j'aimerais bien vous parler des dîners en ville auxquels vous êtes allés, ils disent, ah non, 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 moi je ne fais pas des dîners en ville, moi je fais des dîners de copains. Oui. Donc, pour commencer, le dîner en ville, c'est celui des autres. Le dîner en ville, dans l'imaginaire, c'est à la fois celui où tout se trame. C'est-à-dire que quand un homme politique veut montrer qu'il est proche des gens, il dit « Ah non, mais moi, je fuis les dîners en ville ». J'ai traqué le nombre de portraits de gens dans la presse dont on disait « Il fuit les dîners en ville ». Alors en général, en plus, les gens en question sont des dîneurs, mais c'est pour dire, une manière de dire « je ne suis pas dans l'entre-soi ». Et c'est le dîner en ville. Ce que ça a de français, c'est cette espèce de territoire, de zone grise, qui est ni complètement de l'ordre du privé, ni vraiment public, c'est ni professionnel, ni complètement amical, c'est entre les deux, et ça ne dit pas, c'est pas explicite. C'est-à-dire justement, c'est vrai, pourquoi il y a ce tabou? Vous dites que les gens disent qu'ils n'en sont pas, qu'ils n'en font pas, que c'est des dîners de copains. Il y a cette espèce d'hypocrisie ou ce tabou autour des dîners en ville. Pour quelle raison? Mais je pense que c'est de bonne foi. Les gens sont absolument convaincus. C'est-à-dire que les élites, c'est les autres. Et effectivement, et comme on passe des bons moments, et rassembler des gens autour d'une table en train de manger, évidemment qu'ils vont passer un bon moment. Ils pensent que dans les vrais dîners en ville, ceux des autres, ce seraient des espèces de Yalta du pouvoir où on se répartirait le monde. Or, non, même dans les dîners de gens influents, déjà, une des règles, c'est qu'on ne parle pas d'argent de manière explicitement. Ça fait partie des sujets interdits, on va dire. On ne cherche pas à se rendre service de manière trop explicite. On n'est pas trop intéressé. On ne dit pas au milieu du dîner à la personne en diagonale, tiens, est-ce que je pourrais avoir votre carte? Oui. On n'essaye pas de se vendre des choses, mais on prend des contacts, on élargit sa sphère. Et comme on passe un bon moment, on se convainc que ce n'était pas un dîner en ville. Mais en fait, si. Et à quoi ça sert, ces dîners? On y va pourquoi? On y va justement pour élargir sa sphère. On y va parce que les journées étant de plus en plus remplies, finalement c'est le dernier espace qui reste. C'est le dernier espace aussi face au politiquement correct. C'est que dans les dîners en ville, on peut encore faire des blagues qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Ouais. On peut se renseigner sur les dernières rumeurs, rien n'a l'air. Il y a une espèce de pacte qui est que à un moment où tout est on, tout est commenté sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de pacte sur le fait que tout est éphémère, que rien ne va durer, et que donc on peut dire des choses qui ne vont pas rester. Ce qui se dit dans ces dîners en ville ne doit pas normalement sortir, ça reste dans ce moment éphémère qui a eu lieu. Et d'ailleurs, si quelqu'un sort un appareil photo, ça crée un malaise, évidemment. À part si c'est le maître ou la maîtresse de maison. Mais du coup, comment avez-vous obtenu les confidences des dîneurs que vous avez rencontrés qui sont friands et habitués de ce genre de pratiques et d'exercices? D'abord en parlant de ceux des autres, en disant, par exemple, des gens qui font des dîners régulièrement vont dire non, moi je ne fais pas. Mais il y a quelques années, j'avais été chez, en faisant parler. Et puis en posant des questions très très pratiques. Sur, à votre avis, dire qu'est-ce que c'est qu'un dîner réussi? Oui. Les gens sont un peu flottants. Oui. Mais dire qu'est-ce que c'est qu'un dîner raté, les gens en ont une idée très très précise. Et la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'un dîner raté, c'est si on a fait venir chez soi que des gens qui font la même chose.
Oui, ça fait partie des écueils, vous le dites, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir des gens d'un même moule. Il faut qu'il y ait une espèce de diversité. On est entre soi, mais il faut quand même une diversité au niveau des profils. Sinon, c'est un congrès de médecins, quoi. Et puis en plus, justement, l'erreur de débutant, ça va être de se dire ah ben tiens, je vais avoir ici quelqu'un qui est dans tel domaine. Ah ben je connais un tel qui travaille exactement dans le même domaine, donc je vais les inviter ensemble. Non, parce que déjà, donc une des règles, c'est qu'on n'invite pas à dîner des gens qui pourraient déjeuner ensemble. Oui. Et s'ils travaillent déjà dans le même domaine, ou ils se connaissent déjà, ou alors, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de les présenter, et ils ont un espèce de rapport de rivalité. Donc il y a une concurrence maladroite qui se fait. Oui. À table, ils vont être un peu bridés parce qu'ils ne veulent pas que le rival ou l'autre puisse porter un jugement. Et alors que c'est beaucoup plus facile d'avoir un espèce d'émerveillement sur la profession de quelqu'un d'autre. On peut même, quand c'est quelqu'un qui n'est pas de son domaine, on peut reconnaître qu'on a tort, on peut reconnaître qu'on ne sait rien d'un domaine. Donc on est beaucoup plus à l'aise quand c'est quelqu'un qui ne partage pas la même activité. Dans la découverte, on va dire. Il y a quelque chose un peu de désuet de parler de dîner en ville. On imagine que ça date d'un autre temps, puisque ça fait plusieurs siècles que ce principe-là existe. C'est toujours vraiment une pratique usitée aujourd'hui qui a encore lieu fréquemment dans Paris, essentiellement. Alors, j'ai posé la question, par exemple, de ces dîners à quelqu'un qui était le fondateur d'une grande entreprise tech française et qui a moins de 40 ans. Oui. Et il m'a dit, mais un dîner, vous voulez dire quelque chose où les gens mangent assis avec quelque chose qui cuit dans le four? Et donc, pour lui, c'était très très loin. Et puis après, il a dit, ah non, mais par contre, moi je fais des apéros. Et pourquoi ça prend moins chez les plus jeunes? Parce qu'il y a une espèce de résistance à s'engager, à prendre des engagements et à les tenir. Et donc, quand on fait un dîner, si vous faites un dîner chez vous et que soudain vous avez envie d'aller ailleurs, vos invités arrivent, donc vous êtes tenu de rester chez vous. Si vous dites que c'est un apéro, vous pouvez tout d'un coup décider que c'est un apéro. L'horaire est moins fixe, en fait. Qui s'arrête à 21h, qui est suivi d'autres choses après. Alors que, et ça c'est quelque chose que tout le monde observe dans tous les milieux, c'est la difficulté à tenir ses engagements qui fait que des gens se sentent autorisés à annuler leur venue dans un dîner de plus en plus tard. Et c'est quelque chose que les restaurateurs observent aussi d'ailleurs. Et vous dites aussi qu'il y a des personnalités qui cumulent même certains soirs plusieurs dîners en ville en se pointant rapidement à un dîner, mais en favorisant celui qui suit par exemple, qu'ils considèrent plus important. Et les gens qui veulent avoir ces demi-stars à dîner sont prêts à fermer les yeux. Donc on dit ce sera à partir de telle heure, comme ça on se dit bon bah s'il a quelque chose avant il pourra quand même passer. Oui, vous voulez dire que l'hôte ou l'hôtesse ferme les yeux effectivement sur le passage en coup de vent d'une personnalité, même si elle ne reste pas pour dîner. C'est trop important d'avoir ce personnage-là chez soi. Voilà, et on observe un allongement du temps de l'apéritif et un rétrécissement du temps passé à table. Et par exemple, une chose frappante, c'est que de moins en moins, on sert du fromage à table, parce que justement, comme ça, ceux qui veulent partir tôt pourront partir tôt. Donc les menus évoluent avec les tendances. Comment on évite de donner l'impression d'avoir fait un casting pour la soirée et de donner la désagréable impression aux invités d'avoir été castés? Alors pour ça, les gens vont mêler. Donc on va essayer de faire venir quelques demi-people ou personnalités de leur domaine. Et au milieu de tout ça, on peut mettre des amis d'enfance ou alors on peut mettre ses parents. Alors une fois que vous avez des parents à table, le message est clair, vous êtes dans mon intimité, vous faites quasiment partie de ma famille. Et puis à côté, c'est au-delà de tout soupçon, c'est pas un repas intéressé, un repas d'affaires, puisque mes parents sont là. Il y a un nombre idéal, parfait, d'invités pour un dîner en ville réussi? Alors ce qui est drôle, c'est que le nombre que les gens donnent est toujours inférieur à celui du nombre de personnes qu'ils invitent réellement. Pourquoi? Parce que les gens, justement, vivent dans la terreur de l'annulation et de se retrouver à 4 à table. Donc, il y a, comme dans les avions, il y a du surbooking. et donc, les gens vous disent « Non, moi, je trouve que l'idéal, c'est 6 personnes. » Et quand la dernière fois que vous avez fait un dîner chez vous, vous étiez combien? 10. Donc, et en fait, ceux qui arrivent effectivement à faire des dîners avec très peu de gens
sont ceux qui ne doutent pas une seconde qu'on risque d'annuler leur invitation. Et Emmanuel et Brigitte Macron, à l'époque où ils étaient à Bercy, étaient typiques de ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient le dîner à 6. Et le dîner à 6, il a quelque chose de très très flatteur. C'est-à-dire que ça promet qu'on va vous écouter, ça promet que vous ne faites pas partie d'un plan d'abattage de dîner. Donc on y reviendra sur les hommes politiques qui sont assez nombreux dans les anecdotes que vous donnez. Vous parlez dans cet ouvrage de ceux qui reçoivent comme de la puissance invitante. Certains font partie de la galaxie des tables mythiques. Qui sont les grands noms des dîners en ville d'hier, qui ont marqué leur époque, et d'aujourd'hui essentiellement? En fait, ceux qui sont connus pour leur dîner, sont aussi ceux qui ont fait, comme on dirait aujourd'hui, une sorte de branding autour. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de format fixe qui leur donne une dimension un petit peu mythique. Donc, vous avez par exemple, évidemment, alors pour aller très loin, il y avait les Lazareff avec le déjeuner du dimanche. C'est un déjeuner, mais c'est un peu ce fonctionnement du dîner, à savoir des personnalités qui comptent, rencontre d'autres personnalités qui comptent. Il y avait aussi, enfin encore aujourd'hui, mais dans ceux qui sont considérés comme l'héritage, Jacques Attali. Vous avez aussi beaucoup de patronnes d'agences de communication, parce que c'est beaucoup plus simple de faire un repas chez soi que de faire un repas au restaurant quand on gère la communication d'un patron. Parce que si vous invitez des gens au restaurant, ils sont obligés de se poser la question. Il y a un côté, d'abord, on peut être vu. Et puis, est-ce que ça s'appelle, par exemple, pour les politiques ou les gens qui peuvent travailler avec une entreprise, est-ce que c'est du lobbying ou pas? Est-ce que ça doit se déclarer ou pas? À partir du moment où on est dans l'intimité, tout ça disparaît. Voilà. La parole est plus libérée. Je cite une lobbyiste qui dit si je veux inviter des gens au restaurant, ils vont dire non. Si je les invite chez moi à manger des ortolans, il n'y a aucun problème, ils n'ont rien à déclarer. Et d'ailleurs, c'était énormément le cas aussi pour François Hollande, qui acceptait pas facilement les invitations au restaurant, mais qui adorait aller chez les gens. Oui, c'est un grand habitué des dîners en ville. C'était cette espèce de bulle de liberté. Certains invités sont des habitués, comme François Hollande, on vient de le dire. C'est ce qu'on appelle des valeurs sûres pour certains. C'est quoi les valeurs sûres aujourd'hui parmi les invités qui sont reçus à droite et à gauche dans Paris? Mais le bon invité, c'est celui qui va faire un peu son numéro à table. Donc ça va être, je cite beaucoup Fabrice Lucchini, bien sûr, ou André Berkoff. Ça peut être assez facilement quelqu'un qui est plus forcément très jeune, mais qui a été quelqu'un et qui du coup amène son espèce d'aura de notoriété. Mais qui n'a pas la parole bridée par sa fonction. Voilà, qui a plus rien à jouer. Du côté des invités, on peut imaginer que ça met un peu la pression d'être invité une première fois ou quelques fois à des dîners où justement il y a d'autres grands noms que le sien. Est-ce qu'on se prépare quand on est invité? Est-ce qu'on est coaché? Est-ce qu'on répète avant de se rendre à un dîner? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est l'expression de cette journaliste américaine qui, découvrant le cirque des dîners en ville français, arrive à l'heure dite à la porte d'un appartement où elle est invitée, et avec leur mari, ils attendent 10 minutes, et elle dit, parce que je ne voulais pas avoir l'impolitesse d'arriver à l'heure à un dîner. Et donc, effectivement, il y a déjà ça. Il y a aussi quelqu'un qui dit que ça ne se fait pas d'être trop habillé, et donc elle explique qu'au moment de partir, elle est toute prête, et elle enlève une chose, c'est-à-dire elle enlève un bracelet, un foulard, un bracelet, enfin, l'idée qu'il ne faut jamais avoir l'air d'en avoir trop fait. Parce qu'il faut aussi donner l'impression que ça nous est relativement naturel. Et si on est plus habillé que la maîtresse de maison, ça crée un décalage. De quoi parle-t-on au cours de ces dîners? Vous mentionnez tout à l'heure le fait qu'on ne parle pas d'argent dans ce genre d'exercice et de soirée. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont interdits? Est-ce qu'il y a des sujets au contraire qui sont extrêmement valorisés? Ce qui est amusant, c'est qu'on observe un espèce de glissement des sujets qui étaient interdits, qui ne le sont plus. Par exemple, autrefois, on ne parlait pas de politique à table. Et aujourd'hui,
beaucoup de gens m'ont expliqué qu'on parle de politique, d'abord parce que la politique est perçue comme quelque chose de moins engageant, en plus ça tient un peu plus du jeu de tiercé. Et alors que les sujets sur lesquels on va se déchirer et sur lesquels dont on évitera de parler, c'est beaucoup plus la religion, tout ce qui est voile, burkini, où là, des gens ont des convictions qui tiennent vraiment à leur tripes et qui pourraient faire un incident entre des invités. Ça arrive parfois qu'il y ait des incidents. Oui, on ne parle pas d'immobilier. On ne parle pas, évidemment, d'assurance voiture. On ne parle pas de ses enfants. Oui. Parce que oui, vous dites d'abord, les enfants ne sont pas invités. On peut en parler. Pas les bienvenus. Quand on dit... on ne vous dit jamais, venez sans vos enfants. Mais on dit, dans ces cas-là, on risque de dîner tard. Donc, il faut savoir décrypter. Nos enfants seront couchés. Les nôtres seront couchés, ou les nôtres ne seront pas là. Ça veut dire, ne venez surtout pas avec les vôtres. Parfois, certains viennent quand même, et ça peut créer des situations et des malaises. Ces dîners-là sont-ils vraiment sincères? Est-ce qu'on y crée de réelles amitiés? Est-ce qu'on y voit vraiment des amis? Ou ça n'est que le fait de calculs savants et de mise en scène? Non, je ne crois pas que ce soit aussi cynique que ça. Je ne crois pas que ce soit dans le calcul, parce que d'abord, si vous passez une soirée invitée avec des gens qui ont des parcours intéressants, vous allez toujours entendre des choses intéressantes. Mais il y a l'idée que les services à se demander seront plus simples, ou qu'on pourra avoir des idées ensemble, où on pourra dire mais tu travailles dans tel domaine, tu devrais rencontrer un tel. Il y a un côté, dans un dîner, on part à la pêche, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit avec finalement la terreur du plan de table. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment, on a dit, les mœurs évoluant, que c'était peut-être plus la peine d'avoir des plans de table. Mais en fait, les gens sont beaucoup plus stressés quand il n'y a pas de plan de table, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils stratégisent eux-mêmes. Ils se disent, oh là là, il y en a qui vont invoquer l'oreille un peu fragile pour pouvoir être au plus proche de l'hôte ou de l'hôtesse qui reçoit. Ça, c'est dans les dîners placés, ceux qui veulent qui veulent changer, qui veulent passer outre un coup de fil avant, ou qui font appeler par leur secrétaire, parce que ça ne se fait pas de dire « y aura qui ». « Y aura qui », c'est à peu près aussi grossier que de dire « qu'est-ce qu'on va manger ». Mais par contre, dans ces cas-là, on fait appeler par ses secrétaires pour le faire demander. On découvre également que, selon votre formule, parfois on reçoit chez soi, chez les autres. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Oui, il y a des gens qui n'ont pas l'intérieur qu'il faut, mais qui veulent quand même, recevoir dans un appartement, parce que justement, il y a tous les codes de l'intimité. Donc vous pourriez vous dire qu'effectivement, si vous vous faites prêter un appartement et si vous demandez à un chef de venir faire la cuisine, au final, vous êtes en train de reproduire le restaurant. Mais non, parce que vous allez mettre en scène votre intimité. Donc, des gens vont s'arranger avec quelqu'un qui a un appartement un peu plus grand en disant « Tiens, est-ce que je peux organiser un dîner chez toi ?» Il y a parfois même une cheminée, ce qui arrange encore plus la situation et la convivialité. La cheminée, c'est le détail clé de l'apéritif, parce qu'il y a un côté, c'est presque de l'ordre de l'homme des cavernes. Et alors en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit ça s'étend quasiment de octobre à mai. Donc les hommes, tout d'un coup... vont faire semblant, enfin il y a le côté, toute l'expérience scout qui revient en disant non mais attends laisse-moi faire ce feu, etc. Les femmes qui vont se mettre debout avec les mains contre le feu pour faire semblant de se réchauffer. Même s'il fait 25 dans la pièce, c'est toute une stratégie autour du feu. Ces dîners sont évidemment régis par des codes, on s'en doute, et puis on le voit dans votre ouvrage, par exemple. Par des codes, mais qui ne sont pas explicites. Qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas Parce que je pense que c'est justement comme ça qu'on se coopte. C'est pour voir qui a les bons capteurs, qui comprend... comment il faut se comporter. Alors parmi ces codes, donc on l'a vu, on ne raconte pas ses dîners en ville, on vient sans son conjoint, à moins que son conjoint ait la même notoriété que soi, qu'il soit aussi connu ou qu'il ait une profession qui soit au moins aussi élevée que celle du mari ou de la femme. Les enfants, on l'a vu, ne sont pas les bienvenus non plus, sans exception d'ailleurs, c'est vraiment radical. Et puis aussi, on n'annule pas un dîner pour cause d'attentat. Le dîner est un sanctuaire quand l'extérieur est hostile, et vous citez François Hollande qui s'est rendu à un dîner en ville 48-72 heures après l'attentat du 13 novembre 2015. Dans la semaine qui suit. Mais parce qu'il y a un côté, d'abord, quand les gens racontent leur expérience du 13 novembre, il y a un vrai côté réconfortant à se retrouver entre soi. Il y a l'idée qu'on ne perturbe pas
son emploi du temps. Et puis, je pense qu'il y a un petit côté l'essence de la vie et de ce qui est important. Et puis du coup, le sujet de conversation principal est beaucoup plus noble. Vous le dites que c'est au moment où l'actualité est sombre. Il y a une espèce d'intensité qui est liée à la gravité des événements, évidemment. À vous lire, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, François Hollande est un habitué des dîners en ville. Et à propos justement de politique, votre livre fourmille d'anecdotes avec des hommes ou des femmes politiques. On va en citer quelques-unes des anecdotes. Nicolas Sarkozy qui mettait les invités autour de lui mal à l'aise, les convives qui étaient présents avec lui à dîner, car au dessert, il était le seul à manger du fromage blanc maigre. Non mais alors ça se fait vraiment pas. C'est-à-dire que le côté se faire apporter quelque chose de léger et dire, il y a un petit côté, vous allez grossir sans moi. Non, si on est diabétique, on s'arrange pour avoir quelque chose de très sucré qui convienne à toute la table. Roselyne Bachelot disait la même chose d'un déjeuner où elle avait été avec Balladur, qui avait aussi son petit repas léger. Elle dit que quand elle a vu ça, elle s'est dit toi, mon gars, tu ne seras jamais président. Quoi. Oui, c'est ce qu'elle dit, effectivement. Toujours à propos de président, on apprend que François Hollande et Emmanuel Macron se sont rencontrés dans un dîner chez Jacques Attali, qui fait partie donc des puissances invitantes parmi les plus influentes à Paris, et que Emmanuel Macron et son premier ministre, Édouard Philippe, aussi se sont rencontrés à un dîner en ville. Alors, eux, ils ne diraient pas un dîner en ville. Et ils diraient justement, on s'est rencontrés dans un dîner. Parce que le dîner en ville, ça supposerait que c'était un exercice de pouvoir, alors que de dire dans un dîner, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les gens qui étaient dans l'entourage de François Hollande et qui ont assisté à la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron, justement, rétrospectivement, ce qui se dit, c'est qu'on aurait dû le voir venir à cause de tous ces dîners. Parce qu'Emmanuel Macron en a fait beaucoup en amont de son élection. Oui, et puis, un ancien conseiller de Hollande me disait, mais dans le fond, parce que Hollande lui avait dit, tiens, je suis invité chez Emmanuel Macron, il m'a envoyé la liste de tous les patrons qui vont venir. Et il me disait, mais dans le fond, c'était pas si difficile à réussir, parce que comme les politiques ont tous peur d'être déconnectés, de perdre des informations, finalement, ils acceptent tout le temps. Pour être au plus proche. Et puis, il y a un côté, les Macron, quand ils sont à Bercy, tout ce qui va les intéresser, c'est-à-dire qu'ils piochent dans les invités un peu comme on piocherait dans les livres d'une bibliothèque, c'est-à-dire qu'ils ont vu un spectacle intéressant, ils disent, bah, tiens, machin, sur l'invité, il y a quelqu'un, un animateur télé qui monte, bah, paf, on l'invite. Se sont constitués un réseau tentaculaire, on va dire, et comme ce ne sont que dîners. des petites tables, personne n'a l'impression de faire partie d'énormes brouettes d'invités qui vont succéder. Et d'une stratégie, d'une certaine façon. Édouard Philippe, tout comme Martine Aubry ou encore Bernard Cazeneuve, sont connus pour leurs imitations de gens célèbres lors de ces dîners en ville. Oui, parfois je me demande ce que les imitateurs de RTL et Europe 1 ont encore comme carrière, vu le nombre de gens maintenant qui sont célèbres pour imiter les politiques dans les dîners. C'est très drôle en tout cas. On va passer tout de suite à vos questions, vous les internautes qui nous suivez en ce moment pour cette émission en direct. Ce sont vos questions jingle. Eh bien, nous avons la question de Georges. Est-il possible d'organiser un dîner secret à l'ère Twitter? Est-ce que c'est encore possible? Alors, quand le dîner est, par essence, est supposé rester plus ou moins confidentiel, il y a effectivement des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Et dans ce cas-là, ce que me disait un conseiller de François Hollande, c'est qu'en fait, après, la fois d'après, ils ne sont pas réinvités. Simplement, ils deviennent connus comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi des gens qui font l'inverse, c'est-à-dire qui ont envie que leur dîner soit connu. Et notamment quand le patron d'Instagram était passé à Paris, il avait fait organiser un dîner chez Jean-Paul Gaultier. Et le code Wi-Fi et le hashtag étaient inscrits sur les menus. Et tout le monde s'est photographié d'ailleurs lors de cette soirée-là. Éric demande, c'est une question intéressante, c'est comment sont envoyées les invitations? Alors, on n'invite pas tout le monde d'un coup, bizarrement. En fait, on n'envoie pas l'invitation papier. Déjà, pour des invitations papier, on
on en envoie assez peu. Et parce qu'il y a l'idée d'un pulse. Donc, c'est-à-dire que quand on invite d'abord les premières personnes qu'on tient à ferrer, et ensuite on compose en fonction d'eux. Donc il y a un petit côté, c'est un peu en algorithme. Si un tel vient, alors dans ce cas-là, on peut demander à un tel. Mais l'idée d'inviter les 12 personnes d'un coup, non, ça ne se fait pas. Et on attend la dernière minute pour envoyer le save the date en mettant tous les gens qui vont venir. Les dessinateurs visibles, en fait. Que les gens sachent qui est là. C'est une grande question, la question de quand c'est par mail, de est-ce qu'on met les autres en copie ou pas. Parce que si vous le faites dès le début, s'il y a des gens qui ne viennent pas, tout d'un coup, on va voir tous ceux qui ont préféré ne pas venir. Voilà. Et alors que si vous ne le faites qu'au dernier moment, en prenant un prétexte type « ma rue est un travaux en ce moment, donc voilà ce dernier mail pour vous rappeler que », alors qu'en fait, la vérité, pourquoi on fait le dernier mail pour rappeler que? Parce que les gens ont des emplois du temps tellement remplis qu'il est très fréquent maintenant que les gens oublient. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les noms en copie. Ce qui permet de les hameçonner ultérieurement après ce dîner-là. Et ce qui va permettre aux autres invités de les googler avant de venir. Oui, aussi de les googler. Et est-ce qu'on peut les enregistrer, toutes ces conversations? Il y a Flop qui demande si on peut utiliser un magnétophone ou son téléphone pour enregistrer. Là, c'est vraiment si vous avez Patrick Buisson à la table, mais sinon, ça ne se fait pas, non. Combien ça coûte un dîner, on va dire, avec 6 personnes? C'est une question de Georges. Alors, il y a toutes sortes de prix. Mais ce qui m'a frappée, c'est que chez les gens qui en ont les moyens ou pas, tout le monde m'a parlé d'argent et du coup des choses. C'est-à-dire que tout le monde dit en même temps le dîner, c'est un espace de générosité, le dîner, il faut que ce soit désintéressé, etc. Et puis on vous parle de générosité et de désintéressement et en même temps on vous donne grosso modo les chiffres de la générosité. Et donc ça va dépendre entre ceux qui préparent le dîner eux-mêmes, ceux qui font appel à un chef. Et alors, un des sujets, c'est le service ou pas de service dans ce qui peut coûter très cher. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire que plus vous allez être chez des gens très riches, moins le service doit se voir. Parce que si vous êtes entre personnes qui avaient du service toute la journée, vous leur offrez un moment de liberté en étant entre soi et en ayant, comme je dis, un Aymon Giscard d'Estaing qui va chercher la soupière à la cuisine. Oui, donc il vaut mieux pour les gens hyper fortunés qui ont beaucoup l'habitude d'être servis, d'avoir l'impression d'être servis à la bonne franquette, chez la maîtresse de maison en toute simplicité. C'est des vacances pour eux qu'il n'y ait pas de service. Alors il y a une question qui évidemment fait un large clin d'œil au film de Patrice Lecomte. Invite-t-on parfois des cons comme dans le film pour mettre de l'ambiance? Alors, personne m'a recommandé d'inviter un con. Mais ce que quelqu'un m'a dit, c'est qu'il faut un dissident. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui n'est pas d'accord qui sera pas d'accord avec les autres, ou qui est rebelle, ou qui est légèrement pignouf. Enfin, il faut quelqu'un qui crée une sorte de friction. Trop d'homogénéité ne fait pas un dîner réussi. Parce qu'en fait, la gaffe, c'est ce qui fera que tout le monde se souviendra de votre dîner. Le léger déraillement, l'inattendu. Comme me dit une des personnes que je cite, on a des journées qui sont déjà très intéressantes et donc c'est du boulot de faire qu'il se passe quelque chose. Et quand les gens mangent bien toute la semaine, c'est pas ce qu'ils ont bien mangé qui va les frapper, c'est l'inattendu du dîner. D'où, non pas inviter à l'imbécile, mais inviter quelqu'un qui sort du moule. Merci beaucoup, Guillemette Faure. On va résumer en disant que dans un dîner en ville, on dîne utile, mais il ne faut pas que ça se voie. C'est une des leçons de l'ouvrage que vous venez de faire paraître. Dîner en ville, mode d'emploi, c'est édité chez Grasset. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain. C'est génial. C'est génial. Bonjour.